Le 11e jour du procès de Sean Combs s'est ouvert sous haute tension. Depuis plusieurs jours, ses avocats s'acharnaient à obtenir l'annulation pure et simple du procès. Leur stratégie, accuser les procureurs d'avoir présenté des éléments susceptibles d'influencer injustement les jurés, notamment en évoquant un incendie criminel et la suppression de preuves. Mais ce matin-là, le couperet est tombé. Le juge fédéral a refusé d'interrompre le procès. Didi devra faire face aux témoignages. Le juge a été clair, aucun des éléments évoqués n'est suffisant pour invalider la procédure. Il a même demandé aux jurés d'ignorer les mentions sur les empreintes digitales détruites. Une décision qui a mis fin aux espoirs de la défense de faire tomber l'affaire sur une erreur technique. Dans la salle d'audience, l'ambiance était glaciale. Le clan Combs semblait secoué. Ce refus marquait une défaite stratégique majeure pour Didi, car si ses avocats demandèrent l'annulation, c'est bien qu'ils sentaient que le terrain devenait trop glissant. Et en effet, les révélations se sont enchaînées. Le premier témoin appelé à la barre fut Christopher Ignacio, officier du LAPD. Il est revenu sur une intervention datant du 22 décembre 2012. À l'époque, lui et son collègue avaient reçu un appel d'urgence, une maison suspecte, des objets de luxe visibles depuis l'extérieur et surtout une Cadillac Escalade qui avait quitté les lieux dès l'arrivée de la police. L'agent a noté la plaque du véhicule. Elle renvoyait à Bad Boy Records. Oui, le label de Didi. Le lien est à peine voilé. Et pourtant, aucun crime n'était formellement constaté à ce moment-là. L'escalade n'a donc pas été poursuivie. Mais pour Ignacio, le comportement du conducteur était clairement suspect. Un détail marquant, Kid Cudi est arrivé sur les lieux dans une Porsche. Le policier se souvient de l'avoir vu, une présence intrigante dans un quartier calme, à une heure inhabituelle. Ignacio conclut en expliquant qu'il n'y avait pas de traces de vol, mais que la scène laissait une impression étrange, dérangeante. Ce fut un témoignage bref, mais chargé de sous-entendus, mais ce n'était qu'un avant-goût. Le second témoin, Lance Jiménez, a marqué un tournant. Enquêteur spécialisé dans les incendies criminels, il a été appelé à témoigner sur un incident majeur impliquant la Porsche de Kid Cudi. Ce qu'il a révélé est glaçant. Un cocktail Molotov aurait été lancé dans la voiture. Mais pas n'importe comment, le toit du véhicule avait été découpé, permettant d'y introduire un engin incendiaire artisanal. À l'intérieur, une bouteille de liqueur vide, un mouchoir calciné, un briquet et une écharpe de luxe servant de mèche. L'expert parle d'un acte ciblé, prémédité, visant clairement une personne. Mais ce n'est pas tout. Sur la bouteille, une trace d'ADN féminin partiel a été détectée. Jiménez dit qu'il ne peut pas en tirer de conclusion, mais le doute plane. Puis vient la révélation qui fait l'effet d'une bombe. Les cartes d'empreintes digitales récoltées sur la scène ont été détruites en 2012, sur ordre de quelqu'un au sein du LAPD, pas par l'équipe de Jiménez, pas par accident, pas par négligence, sur ordre. Dans la salle, les murmures se propagent comme une onde de choc. La défense saute sur l'occasion. Une fois encore, les avocats de Didi réclament l'annulation du procès, criant à la faute grave de l'accusation. Ils dénoncent une atmosphère de suspicion irréversible, un préjudice causé aux jurés, mais le juge, imperturbable, refuse. Il rappelle que les jurés ne doivent tenir aucun compte de cette affaire d'empreinte. Pour lui, cette piste n'apporte aucune preuve directe contre Didi et ne doit pas parasiter le procès. 2 tentatives, 2 rejets et un procès qui continue. Mais le plus fort était encore à venir. Le climat dans la salle était tendu. Le juge avait tranché malgré les révélations explosives sur la destruction des empreintes. Le procès continuerait et c'est alors qu'un nouveau témoin est entré dans la salle. Une présence inattendue, presque théâtrale. Deontay Nash, styliste de célébrité, personnalité flamboyante, il ne passait pas inaperçu, mais malgré son allure assurée, il ne voulait pas être là, il l'a dit d'emblée, il était assigné à comparaître. Et ce qu'il avait à dire n'allait laisser personne indemne. Pendant près de 10 ans, il avait travaillé aux côtés de Didi et de Cassie. Il les voyait semaine après semaine dans l'intimité des coulisses, loin des caméras et des projecteurs. Il connaissait leur dynamique, leurs habitudes et leurs secrets. Il raconte, Didi appelait Cassie par des surnoms violents, dégradants. Il l'insultait ouvertement, sans retenue. Bitch, pute, cessait, baby girl, des mots lancés comme des gifles, répétés jusqu'à l'épuisement. Cassie, elle, ne réagissait pas, ou plutôt si, elle s'effondrait. Elle devenait triste, renfermée, absente.
Parfois, elle restait cloîtrée chez elle pendant plusieurs jours, incapable de faire face au monde, mais les mots n'étaient que la surface. Deontay explique que Cassie n'avait pas le droit de sortir sans la permission de Didi. Il se souvient de 2 fois où elle avait tenté d'aller dans un club gay avec des amis, 2 fois où dès que Didi l'apprenait, elle paniquait, rangeait ses affaires et rentrait en courant, la peur dans sa voix, la panique dans ses gestes. Et puis, il y a eu cette soirée. Ils étaient ensemble, Cassie, Mia, une amie, et lui, en train de préparer des affaires. Soudain, Didi débarque, il crie « T'as pas vu que je t'appelais ?» Avant même qu'il puisse réagir, il attrape Cassie par les cheveux, il la frappe. Fort Deontay et Mia courent à se réfugier dans une chambre. Didi les suit, enfonce la porte et continue à frapper Cassie à coups de poing. Nash, sans réfléchir, saute sur son dos pour l'arrêter. Il est projeté au sol, Mia aussi. Cassie saigne, sa tête a heurté le cadre du lit, mais Didi continue, il frappe encore. Quand il s'arrête, il regarde les trois, couverts de peur et de larmes, et il dit « Regardez ce que vous m'avez fait faire ». Puis, d'un ton froid, elle ira chez le chirurgien esthétique. La salle d'audience est glacée. Personne ne parle, personne ne bouge, mais ce n'est pas fini. Nash raconte une autre scène. Ils étaient chez Didi, Cassie et lui en train de cuisiner. Didi surgit et les met tous dehors en criant. Il arrache Cassie par les cheveux, la pousse violemment hors de chez lui et commence à s'en prendre à Nash. « Moi, j'ai pas de cheveux, donc il m'a frappé direct », dit-il avec une amertume froide. Nash raconte aussi qu'il a vu Cassie après l'un des épisodes de violence. Elle avait un large hématome à l'arcade, une entaille profonde. Didi n'avait pas seulement frappé, il avait blessé. Et ce n'était pas fini. Nash évoque d'autres violences, d'autres victimes. Il parle de Capricorn Clark, ancienne employée, elle aussi menacée. Il cite Kerry Morgan, Dor Richard et même lui-même comme personne ayant subi les foudres du rappeur. La salle comprend alors que Cassie n'était pas seule. Il affirme que Didi tentait de rebrander son image sous le nom de Love, mais que ce masque n'est qu'un mensonge. Derrière les lunettes noires et les discours de paix, se cache un homme brutal, instable, obsédé par le contrôle. À ce moment du procès, plus personne ne doute, les visages des jurés sont figés, le juge lui-même semble choqué, Didi, silencieux, assiste à la scène. Impassible, peut-être, mais le masque craque et le monde découvre une autre vérité, celle d'un homme qui voulait tout contrôler au point d'en perdre l'humanité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!